Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Canal Algérie dans votre nouveau rendez-vous de vision. On s'intéresse ce soir à l'industrie pharmaceutique érigée en secteur stratégique. Plus question de supporter un secteur budgétivore et improductif avec la création d'un ministère dédié justement à l'industrie pharmaceutique, doté lui-même d'une agence nationale de produits pharmaceutiques. L'Algérie compte désormais produire ses propres médicaments et ambitionne même de devenir un hub régional ayant un potentiel d'exportation, notamment vers l'Afrique, et générer de la valeur ajoutée à même de produire de la richesse dans différents segments de l'économie. Pour en parler, nous recevons ce soir Monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Monsieur Lotfi Ben Mohamed. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors globalement, votre plan d'action tend donc vers la levée d'un secteur de l'industrie pharmaceutique puissant, c'est ce que vous dites. Vous dites d'ailleurs que c'est quelque chose qui va être visible dans quelques mois. Vous parlez d'un plan de mois et non pas d'années. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous avons le tissu industriel à la hauteur des ambitions que vous avez affichées dans votre plan d'action, avec des outils de régulation modernes qu'il faudra apporter, ou comme le disent certains spécialistes, des experts de la question, que tout est à faire dans ce secteur et qu'il faudrait au moins partir de la fabrication de la matière première et que c'est de là qu'il faudrait commencer? Alors tout d'abord, parce que bon, dans votre question, il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de choses, effectivement. D'abord, il faut que les téléspectateurs sachent un peu les grands agrégats. L'Algérie, aujourd'hui, consomme, bon an, mal an, 4 milliards d'euros de médicaments. 2 milliards à peu près importés et 2 milliards produits localement. Un peu plus produits localement, 52 et 48%. Aujourd'hui, ces 52% de production nationale sont constitués de 95 unités de production. 95 unités de production, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Auxquelles vont s'ajouter une quarantaine d'ailleurs. Et les 2 milliards de dollars que nous produisons représentent le potentiel de production à la fois du Maroc et de la Tunisie réunis fois 1,5. Donc il y a eu effectivement un bond. Mais cependant, depuis 2017, nous avions constaté une forme de plateau. C'est-à-dire que nous avions une croissance à 2 chiffres et nous n'avons plus de croissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous revenez souvent à cette date. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il faut appeler les choses. Il y a eu la volonté d'un certain nombre d'acteurs politiques, économiques dans notre pays de bloquer l'investissement. Parce que certainement, on préparait de nouveaux entrants dans ce secteur-là. Et ce qu'on appelait à l'époque la Issaba, les 3-4 grands noms qui circulent, préparaient des projets d'investissement et bloquaient les projets d'investissement qui existaient. Alors ça passait simplement par des blocages purement administratifs, l'enregistrement. L'enregistrement, vous savez, le médicament, pour pouvoir être mis sur le marché, avoir sa décision d'enregistrement, il doit obéir à un processus réglementaire qui, théoriquement, doit mettre moins d'une année. Alors il y a des centaines de dossiers qui attendraient. Il y avait même plus d'1 millier de dossiers qui attendaient et des dossiers qui étaient pertinents. Plus que ça, ce n'est pas simplement des dossiers qui ont été déposés, ce n'est pas des velléités. C'est-à-dire les producteurs avaient même investi dans des chaînes de production, avaient même produit ce qu'on appelle les lots de validation. Et pour un comité de prix, pour un comité d'enregistrement, pour un bordereau, ils attendaient comme ça depuis des années ou des mois, ou pour un comité d'experts. Les comités d'experts ne sont pas réunis depuis près de 2 années pour certains produits, qui attendent, et les investisseurs ont réalisé leur investissement. C'est pour ça qu'on parle de court terme, parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de production, il est très compliqué de parler de court terme. On se dit, oui, bon, on va pouvoir, effectivement, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on parle plutôt de moyen terme. Nous, on sait qu'en moins d'1 année, nous pourrons débloquer ces 30-40 projets qui étaient en attente, et qui sont souvent pertinents, parce que ce sont des professionnels qui ont commencé par des formes classiques, les formes sèches, les gélules, et qui aujourd'hui allaient sur le stérile, les seringues pré-remplies, sur les biosimilaires pour certains. Il y a quelques jours, effectivement, tout à fait, d'une unité de production qui est importante, parce que cette catégorie de produits nous coûtait près de 60 millions d'euros par an en Algérie, et c'est le même sourcing, c'est-à-dire c'est exactement la même matière première que le principal producteur mondial. Et c'était en plus un produit qui était souvent en rupture. Parce que ce producteur-là avait du mal à répondre à nos attentes
Surtout que c'était un produit qui était utilisé dans le cadre du protocole du Covid, les héparines à bas poids moléculaire, Oui. pour empêcher la coagulation, enfin, pas rentrer dans Un les détails. anticoagulant. Voilà, c'est un anticoagulant et il était fondamental que nous puissions. Alors, il y a un problème, on répond à un souci économique, mais on répond aussi à une nécessaire souveraineté sanitaire. Nous avons bien vu que pendant le Covid, nous avons dû compter sur nos propres ressources, sur beaucoup de produits. Oui. Et heureusement qu'il y avait cette industrie pour y répondre en large partie. On parle aujourd'hui de souveraineté sanitaire. C'est une notion qu'a apportée justement la pandémie de Covid-19 que nous avons donc pris en compte depuis le début de cette pandémie. Nous parlions donc du tissu industriel pharmaceutique. Est-ce que nous avons ce qu'il faut aujourd'hui pour aller vers les ambitions que vous avez affichées dans votre plan d'action? On parle de la production de la matière première, la molécule algérienne. Et qu'est-ce qui va être produit? Qu'est-ce qui ne va plus être importé? C'est la question essentielle. D'abord, il faut savoir que lorsqu'on parle de full process, les matières premières, généralement, il y a 2 grandes nations dans le monde qui les produisent. Ce n'est plus l'Europe, ce n'est plus les États-Unis, c'est la Chine et l'Inde. Oui. Et très souvent, ce sont des industries qui ont pu se développer justement parce que les grands pays occidentaux, ils estimaient que c'était polluant, ils estimaient qu'il y avait des coûts de main-d'œuvre, et comme il y avait la course sans arrêt, vous savez, à la bourse, à faire de plus en plus de dividendes, donc essayer d'avoir des intrants de moins en moins chers, ils ont délocalisé l'ensemble de ces matières premières. Mais la matière première, vous savez, entre la matière première et le produit fini, c'est-à-dire votre seringue pré-remplie ou votre boîte de comprimés, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup d'excipients, il y a beaucoup... C'est-à-dire que la matière première, généralement, elle peut représenter entre 30 et 40% du prix. Il y a quand même 60-70% d'intégration, ce qui est énorme. C'est-à-dire que dans l'automobile... La matière première n'est pas notre priorité? Ça le sera, ça pourra l'être. Ça pourra l'être, alors je vais vous expliquer, dans certaines catégories de produits, notamment les biosimilaires. Parce que les biosimilaires, c'est du vivant. Et nous avions commencé, nous étions un des premiers pays, nous étions le premier pays africain à faire des biosimilaires dans le complexe de Médéa, où nous produisions avec nos propres souches nos antibiotiques. Et cette entreprise pouvait, à l'époque, produire des antibiotiques pour l'ensemble de l'Afrique. Pour différentes raisons économiques, politiques, elle avait été abandonnée. Mais avec les biosimilaires, avec le vivant, avec la maîtrise de ces technologies, effectivement, nous pourrons aller plus facilement vers la production de matières premières. Donc le full Sur process. le chimique, oui, c'est du full process. Non, sans la matière première, c'est déjà du full process. En ajoutant la matière première, on va sur encore plus de valeur ajoutée, et ça passe par aussi des étapes, effectivement, qui sont plus dans lequel l'université jouera un plus grand rôle, où on doit créer des clusters, on doit faire de la recherche-développement, des essais cliniques. Oui. Tout cela aussi qui est complètement intégré dans notre plan d'action et dans l'organisation de notre ministère. Parce qu'effectivement, comme vous le précisiez en début d'émission, nous sommes un nouveau ministère, donc nous avons un organigramme. Un organigramme, avec 4 directions. Voilà, 6 directions, donc 4 directions techniques, alors qu'avant il y avait une seule direction. Il y a une direction pour la régulation, effectivement, et les activités pharmaceutiques. Ce sont les outils de régulation modernes dont vous parlez qui vont donc fluidifier un petit peu la... Ils se définissent par leur nom, je pense, en les citant. Il y a la direction de la veille stratégique et de la pharmacoéconomie, parce qu'un médicament, il y a ce qu'on appelle le service médical rendu. Qu'est-ce qu'il soigne, à quel niveau il soigne une pathologie et combien il coûte. Et ce sont c'est une nouvelle science, la pharmacoéconomie, qui existe à travers le monde et que nous avons beaucoup de jeunes universitaires qui maîtrisent maintenant cette nouvelle discipline et on a créé une direction justement de la veille stratégique de la pharmacoéconomie. Celle du développement industriel, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas simplement, vous savez, l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas de l'immobilier industriel. Ce n'est pas installer des usines et les compter, dire j'ai 1, 10, 15... Ce n'est pas une industrie classique. Voilà. Il faut du développement et très souvent, d'une unité, il y a un ou deux ateliers. Après, ça se développe et après, on passe à différentes formes. On parlait des formes sèches, après les formes stériles, comme la personne dont on parlait, le laboratoire dont on parlait qui fait justement ce biosimilaire. Il a commencé par des formes des gélules, des formes sèches, puis des sachets, après des formes liquides, et puis ils sont passés vers les formes stériles et maintenant les biosimilaires. Et d'une unité de production, ça devient un complexe industriel où il y a 7, 8 unités dans le même complexe.
Alors, on va un petit peu avancer pour connaître concrètement les mesures en faveur. On vient de parler du développement de l'industrie pharmaceutique. Quelles seront concrètement les mesures qui seront consenties par votre département pour la production nationale? Vous parlez de cohérence entre les capacités productives. Est-ce que c'est cela qui a grippé un petit peu la machine entre justement les différentes directions, les différents services, l'enregistrement, le comité de prix, etc., qui ont grippé la machine industrielle? Quelles seront concrètement les mesures qui vont être consenties dans ce sens? Et quels seront les médicaments que nous allons fabriquer? L'approche est différente. Avant, nous étions dans une approche qui était une approche où on considérait le médicament comme un coût, comme un budget. On était à un marché tender, un comptoir dans lequel on nous vendait un certain nombre de produits. Et on avait cette velléité, effectivement, politique de lancer l'industrie. Mais avec un accompagnement et des outils de régulation et une réglementation qui datait encore des années 70. C'est-à-dire on aspirait à aller à la pharmacie d'aujourd'hui, au pharma d'aujourd'hui, à l'industrie pharmaceutique de ce qu'elle devrait être, avec des outils de régulation qui étaient obsolètes. Aujourd'hui, la vision du gouvernement, à travers la création de ce ministère de l'industrie pharmaceutique, c'est justement créer, avoir comme l'ont fait un certain nombre de pays, aussi on n'est pas les premiers à le faire, ça permet de mettre en place une véritable politique pharmaceutique qui, non seulement, bien sûr, doit répondre à la nécessaire disponibilité des produits pharmaceutiques, avec une qualité qui est randomisée, vous savez, c'est une qualité selon les meilleurs standards internationaux, une accessibilité, vous savez, l'équation devient encore plus compliquée, parce qu'il y a le remboursement de la sécurité sociale, il y a le prix, c'est pour ça qu'il y a ces comités de prix, c'est un comité multisectoriel, dans lequel nombre de ministères siègent, et enfin cette volonté d'en créer un secteur créateur de richesse. Parce qu'effectivement, il y a des pays, on peut, dans la région MENA, par exemple, la Jordanie, qui était un petit pays, qui est devenu une puissance pharmaceutique, qui aujourd'hui exporte le triple de ce qu'elle consomme. Il y a la Suisse, qui est un petit pays en Europe, qui est peut-être la première puissance européenne aujourd'hui en termes pharma. Il y a l'Italie qui, il y a 4-5 ans, était très en retard, aujourd'hui, qui exporte 25 milliards d'euros. La Corée du Sud. Enfin, c'est un choix. Il y a un choix stratégique, et à un moment donné, il y a des pays qui décident de mettre l'accent sur un secteur donné, en se disant, ce secteur, j'ai des possibilités, j'ai des moyens. Alors, nous avons compris que nous avons un potentiel intéressant. Par le nombre d'unités, par les ressources humaines que nous avons en Algérie, par est-ce que nous avons identifié le secteur stratégique, la géographie, l'énergie, et les délocalisations. Vous avez parlé des délocalisations tout à l'heure. Par exemple, c'est très intéressant aujourd'hui. Il y a une relocalisation. Oui, on va en parler. Voilà, on va en parler. Qui va venir. Et nous, on peut s'insérer aussi dans cette relocalisation, parce que notre proximité avec l'Europe, l'ouverture aussi du marché africain aujourd'hui, nous adhérons avec la ZLECAf. Donc il y a beaucoup d'ingrédients qui nous permettent aujourd'hui de... Sur les mesures incitatives, clairement, en direction de... Vous parlez les mesures incitatives. Alors, je veux dire, les mesures incitatives, elles sont très claires. Ce que demandent, en fait, contre les opérateurs. Qu'est-ce qu'ils demandent les opérateurs? Ils demandent d'abord un accompagnement. L'accompagnement, il n'est pas forcément financier. Il y a des instruments qui existent pour l'ensemble des industries en Vous avez d'ailleurs décrit l'Agence nationale comme un guichet unique, donc qui permettrait... c'est justement, c'est toutes ces procédures qui devenaient impossible à prendre en charge et qui suscitaient non seulement des retards, mais qui remettaient en cause même la viabilité de certaines entreprises. Moi, j'ai reçu des entreprises au mois de juin qui me disaient « j'ai pas payé mes employés depuis 4 mois parce que j'ai 40 produits qui sont bloqués ». Et ça, c'était anormal. Donc, il faut revenir à une normalité. Aujourd'hui, il y a 4 décrets exécutifs. Justement, non seulement il ne fallait pas simplement avoir la tutelle de l'agence, mais nous avons rédigé, travaillé très longuement et en association. Parce que c'est aussi ça, la nouvelle Algérie, la nouvelle manière de gérer le gouvernement. C'est de le faire en association avec les partenaires, avec l'ensemble des partenaires qui étaient concernés par l'industrie pharmaceutique. Et nous avons écouté, nous avons entendu, nous avons vu quels étaient leurs... Parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre en place une réglementation, il faut qu'elle puisse s'implémenter, et il faut qu'elle corresponde à des besoins, qu'elle réponde à des problématiques.
Alors, les besoins immédiats, là, docteur, les besoins, c'était débloquer. En termes de médicaments, Oui. qu'est-ce que nous allons concrètement fabriquer? Qu'est-ce que nous n'allons plus importer? C'est important aussi Oui, de alors savoir pour cela qu'est-ce effectivement, qui est identifié. les choses sont assez claires. L'importation n'est que le complément de la production nationale. C'est-à-dire, nous n'allons plus importer ce qui est fabriqué localement. C'était déjà plus ou moins le cas, mais ça va l'être de manière fait de manière beaucoup plus fine, parce que c'était fait dans certains cas, pas dans d'autres, des fois c'était précipité alors que ça ne devait pas être le cas. Aujourd'hui, justement, avec un système de régulation qui va permettre d'accompagner le marché au fur et à mesure, nous pourrons le faire. Et il s'agit aussi de ne pas importer des médicaments qui ne sont pas essentiels. Vous savez, 4 milliards, imaginez, 4 milliards d'euros de consommation de médicaments et nous vivons des ruptures régulières. Qui en Algérie n'a pas été victime, lui ou dans sa famille, d'une rupture d'un produit pharmaceutique? Est-ce que c'est normal? Lorsqu'on voit ces chiffres-là, nous sommes le plus grand consommateur de la région, de très loin, en produits pharmaceutiques aussi, et d'Afrique, notamment l'insuline. sur beaucoup de produits, et nous sommes en rupture régulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est souvent les mêmes produits qui sont en rupture. Et comme par hasard, ce sont des produits pas chers. La ventoline, c'est un produit pas cher. La vitamine D3, c'est un produit pas cher. Le Levothyrox, c'est un produit pas cher. Et d'autres produits qui coûtent des dizaines de milliers de dinars, comme par hasard, périment parfois dans nos officines. Alors, est-ce que vous avez identifié à travers des mécanismes concrets ce que nous avons identifié déjà des aires thérapeutiques sur lesquelles qui nous permettront de passer des 50 ou 70%, justement. Ce sont ceux du diabète, de l'insuline, ceux de l'oncologie. Vous avez au niveau de la PCH 29 produits qui consomment 66 milliards de dinars. Ces 29 produits sont en mono-fournisseurs. Des concurrents existent, attendent l'enregistrement depuis plusieurs années. Et juste en enregistrant ces concurrents, nous gagnerons 50% sur cette facture-là. Je dis bien dans le mois qui va venir. Pourquoi nous ne fabriquons? Nous ne l'avions pas fait. Non, pourquoi nous ne mettrions pas à fabriquer, justement? Mais l'enregistrement, c'est pour la fabrication aussi. Voilà. C'est pas que pour l'importation. Certains sont l'importation, d'autres sont la production. Mais je veux dire, gagner 50% du jour au lendemain, c'est très important. Et justement, que ce soit... il y a beaucoup de laboratoires, même Saïdal, nous allons faire une annonce dans les semaines à venir, qui vont justement se lancer dans la production de produits d'oncologie avec une forte valeur ajoutée. Et c'est des produits justement, entre l'insuline, simplement l'insuline, et l'oncologie, c'est 1 milliard d'euros. 1 milliard, oui. 1 milliard d'euros. C'est la moitié de la facture. Beaucoup se posent la question sur la fabrication localement de l'insuline. Est-ce que nous pourrions aller vers vers la production de l'insuline au lieu de continuer à l'importer de manière massive? Nous sommes, par exemple, sur l'insuline, le premier consommateur de la région de très loin, ce qu'on appelle d'insuline analogue. C'est-à-dire que nous consommons des insulines qui sont venues après de l'insuline humaine. Et le projet qu'avait fait Saïdal à l'époque était sur les insulines humaines. Lorsqu'on est passé aux insulines, la promotion, la prescription a fait que nous sommes allés vers les insulines analogues et que le projet est devenu mort-né. Celui de Saïdal, il avait mis du temps à se mettre et après il était dépassé technologiquement. Aujourd'hui, Saïdal sera associé sur une nouvelle unité de production d'insuline avec des insulines de dernière génération. On ne fera pas la même bêtise. Et ces insulines-là seront produites localement en partenariat avec une grande multinationale. Est-ce qu'il y a des délais qui sont déjà préétablis sur l'unité est prête, simplement nous négocions et de manière ferme que ce soit du full process. Il ne s'agit pas de passer par des étapes de conditionnement, comme le souhaiteraient nos partenaires. Nous voulons sur du full process. Par ailleurs, nous avons aussi, parce que c'était deux grands concurrents, le deuxième concurrent qui a justement, du coup, des velléités à vouloir lui aussi faire une unité de production. Et nous avons, et là c'est étonnant, je l'ai découvert en étant ministre, nous avions un producteur local qui voulait faire un biosimilaire d'insuline, qui, contrairement aux deux multinationales, a son unité de production qui est prête. Elle est là. Elle est entièrement équipée. Vous allez là. Elle est entièrement équipée. Simplement, depuis 2 ans, les experts cliniciens ne se sont pas réunis pour étudier son produit. Donc, son unité n'a jamais pu démarrer. Donc, c'est un peu le type de blocage que vous avez levé. Vous allez lever dans le secteur. Nous pouvons, je veux dire, à court terme, avoir 1 ou 2 producteurs et à moyen terme, en avoir 3 en Algérie sur des insulines d'ici qu'à 24 mois. Nous aurons les 3 producteurs. Et donc, nous pourrons... Et sur les produits oncologiques? Vous avez parlé de produits oncologie, alors nous avons beaucoup pour les mêmes délais? Beaucoup de projets. Non, nous avons déjà des projets qui existent actuellement. On a des unités qui sont entrées en production. On en a 2 ou 3 et on en a une bonne dizaine. Une bonne dizaine qui est sur
Alors, il y a aussi de la régulation. C'est-à-dire qu'on les incite à pas aller forcément sur les mêmes molécules. Ils sont libres de le faire. Hein. On ne va pas empêcher les gens, on ne va pas donner de position monopolistique aux uns ou aux autres. Mais nous les incitons, justement, c'est ça aussi le rôle de l'État et de la veille stratégique qui sera au niveau de notre ministère, non seulement de les accompagner avec le développement industriel, mais que la veille stratégique leur donne aussi la visibilité sur le marché, la consommation, les enregistrements concurrents pour qu'ils aillent sur des gammes qui soient complémentaires. Nous pouvons très sincèrement, rapidement, récupérer ce retard que nous avons pris, parce que j'estime que c'est un retard, parce que ces 3 dernières années, nous n'avons pas pu réaliser ce que nous devions faire. Et surtout, ce que nous faisons, et ça c'est très important madame, avec l'ensemble des partenaires, notamment multinationales, c'est que quand ils investissent ici, c'est pour toujours avoir accès à notre marché, n'est-ce pas? Les insulines, 400 millions d'euros, ce n'est pas rien. On leur demande aussi qu'une partie de leur production soit destinée à l'export. Vous savez, une multinationale, lorsqu'elle investit, que c'est un véritable investissement périn dans un pays, ce n'est pas simplement pour le marché local, c'est pour une région ou un continent. Donc nous leur demandons aussi que leur production, comme ils ont déjà des marchés dans les pays voisins ou dans d'autres pays dans le monde, de pouvoir consacrer bien sûr une bonne partie de leur production vers l'export. Créer de la valeur ajoutée. Il y aura donc des accords d'association dans ce sens avec ces laboratoires. C'est déjà en cours avec Saïdal. Il y a des contacts très concrets. Pardon ? Il y a des contacts, il y a des négociations. Non, c'est déjà... c'est déjà signé ? Une partie des protocoles sont signés parce que c'est des anciens protocoles, vous savez, qui existaient déjà entre Saïdal et ce laboratoire. Que vous allez raviver, donc. Voilà, donc ils sont en pleine négociation, à l'époque par le ministère de l'Industrie, puis par moi maintenant, et nous allons aboutir avant la fin de l'année sur ce sujet-là, entre Saïdal et... C'est un peu la relocalisation dont nous allons profiter un petit peu, grâce un petit peu aux effets, aux retombées de la pandémie. Oui, aussi simplement, vous savez, par exemple, quand je discute avec certaines multinationales et que je leur dis pourquoi vous produisez localement et vous exportez pas les produits que vous fabriquez localement. Vous savez, les 5-6 plus grosses multinationales ont des unités de production ici en Algérie. Ils me disent, on ne nous l'a jamais demandé. C'était simplement, il faut une volonté politique forte. Il faut avoir une stratégie. Il faut avoir une exigence, une stratégie, et négocier, et puis aussi leur donner des conditions. Alors, on parle des multinationales, mais aussi tous les opérateurs locaux qui sont hyper compétitifs. Très sincèrement, vous allez voir nos unités si vous aviez l'occasion. Moi, je pense que on a eu un déficit d'information que nous essayons de combler avec ce gouvernement. D'ailleurs, on a fait un reportage qui est passé sur le NTV pour montrer les différentes unités de production. Les Algériens... Elles sont plus modernes que ce qu'on pense. Ne connaissent pas, parce qu'elle est récente. Et vous savez, c'est des gens assez discrets de l'extérieur. Ce sont des unités aux dernières normes internationales, réellement. Et vous savez, dans le pharma, les procédures qui sont opposables sont strictes dans le monde entier. C'est un secteur de pointe, ce n'est pas une industrie quelconque. Alors, pour revenir à l'importation, il y a cette première mesure bancaire donc, qui vient donner un tour de vis supplémentaire aux importations dites ou considérées comme anarchiques, avec l'obligation désormais pour notamment les opérateurs du secteur de présenter l'attestation de régulation délivrée par votre département. Cela donc rejoint un petit peu la décision d'aller vers l'importation d'une liste de médicaments essentiels nécessaires. Quelles seront donc les conséquences de cette mesure particulièrement, qui est déjà considérée comme une mesure bureaucratique qui pourrait perturber davantage, selon certains experts, l'approvisionnement en médicaments qui n'est toujours pas régulé? Tout à l'heure, j'ai annoncé un chiffre. J'ai parlé de 4 milliards d'euros et de pénuries récurrentes. Ça voulait démontrer quoi? Ça démontrait simplement que nous avions un marché qui était peu régulé ou mal régulé. Je m'explique. Nous délivrions, l'Algérie délivrait ce qu'on appelle des programmes d'importation, des programmes annuels, mais qui ne bénéficiaient d'aucun suivi sur leur réalisation. On ne savait pas quand est-ce que les produits rentraient, quelle quantité, quand. Il y avait des programmes et en fin d'année, les gens donnaient leur réalisation et en fonction de leur réalisation, on leur redonnait un programme, souvent qui était du copier-coller, avec quelques changements pour certains produits et pas pour d'autres. Et on était dans un système où on pouvait importer des produits fabriqués localement. J'ai eu beaucoup de producteurs qui se sont rapprochés de nous, qui ne comprennent pas. Ils disent, moi, mon produit, il est là depuis 2 ou 3 ans, il périme parfois chez moi et je n'ai pas les mêmes outils de promotion que certains opérateurs.
importateurs que certains importateurs. Donc, il faudrait protéger mon produit. Nous avons aussi des produits qui étaient importés en surnombre. C'est-à-dire que nous avions des produits qui manquent, et qui manquent terriblement, parfois avec des conséquences importantes pour l'équilibre sanitaire pour certaines pathologies. Des malades, Vous savez, quand vous avez besoin de lévothyrox, si vous avez un problème thyroïdien, vous avez besoin de cette hormone. C'est comme ça que vous avez votre stabilité. Donc, il est fondamental d'avoir ces produits. Bon, même si les consommations ont beaucoup augmenté, parce qu'on... Cette attestation de régulation va nous permettre quoi? Elle va nous permettre, d'une part, de ne pas importer ce que nous avons déjà. Si nous constatons simplement qu'il y a 3 ou 4 ou 5 mois de stock sur ce produit-là, pourquoi stocker encore et risquer des péremptions? Même si nous pouvons mettre des garde-fous, des reprises de périmètre, c'est ce qui va se faire. Mais déjà en amont. Pourquoi consacrer de l'argent pour des produits dont nous n'avons pas besoin, alors que par ailleurs, il y a des produits dont nous aurions besoin? Et parfois, le même laboratoire ou le même opérateur continue à importer des produits dont nous n'avons pas besoin et n'importe pas les produits dont nous avions besoin. La même chose pour la production. La production, nous avons toute une série de producteurs et nous n'y avons aucune régulation. Et certains produisaient les mêmes produits, d'autres ne savaient pas ce que produisaient les autres. Il y avait peu ou pas du tout de régulation. Donc notre souci aujourd'hui, c'est justement d'avoir un système qui soit cohérent économiquement et réglementairement. Alors nous mettons en place, en attendant de mettre en place la nouvelle réglementation qui va permettre, et surtout la 4e direction que je n'ai pas citée tout à l'heure, c'est celle de la numérisation. On va en parler. Cette numérisation, non mais c'est fondamental d'en parler d'ores et déjà, parce que c'est elle qui va nous permettre justement de pouvoir avoir la traçabilité du produit pharmaceutique, de l'importateur, du producteur, au distributeur, à l'hôpital ou la pharmacie d'officine, et de savoir où se trouve le produit avec différents mécanismes. Aujourd'hui déjà, avec cette attestation de régulation, nous pouvons protéger la production locale, nous pouvons arrêter d'importer des produits dont nous n'avons pas besoin. Il y a des médicaments qui ne sont pas essentiels, vous savez, qui sont des formes de fortifiants, qui sont ce qu'on appelle des médicaments qui ont un service médical rendu faible. Qui n'ont pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Nous, ces produits-là, il y a des équivalents qui sont produits localement, même si ce n'est pas exactement le même produit, ça a à peu près la même indication, il est inutile de continuer à les importer. Nous avons enfin des produits qui étaient, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui périmaient. Donc, si l'un, en protégeant la production nationale, cette année et pour l'année prochaine aussi, vous savez, en fin d'année, il y a des accélérations. C'est-à-dire même les produits qui rentraient l'année prochaine, s'il y avait des surstocks, ça aurait remis en cause même la campagne 2021 pour nos producteurs. Donc les délais et les budgets autour des programmes d'importation ont déjà été discutés. Ces attestations de régulation vont tout simplement vérifier, contrôler en fait. Vérifier la pertinence de l'importation en fonction de notre situation sanitaire, bien sûr, parce qu'il est hors de question que des produits dont on aurait besoin soient en rupture. Les ruptures qui existent aujourd'hui. Voilà, il y a des ruptures actuellement, notamment dans le domaine de l'oncologie. Qu'est-ce qui est prévu, Dr Ben Mahmed? Comment vous allez répondre à cette urgence? Justement, à ce niveau-là, nous allons mettre à travers nos directions la numérisation, justement de mettre en place des outils de régulation qui nous permettent de savoir exactement quelles sont les consommations, quelles sont les quantités. Docteur Ben Mahmed, actuellement, madame, moi j'ai pris mes prérogatives il y a 2 jours. Oui. Il y a 2 jours. Donc la situation actuelle, je l'assume en tant que ministre, bien sûr. Oui. Et je vais tout faire pour la corriger et la prendre en charge. C'est-à-dire que concrètement, nous sommes avec nos équipes en train de lister l'ensemble des médicaments qui sont en rupture, que ce soit en ville ou à l'hôpital, et nous allons nous réunissons constamment avec les importateurs et les producteurs et la pharmacie centrale des hôpitaux pour comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi un produit qui périme après est en rupture? Pourquoi les commandes ne sont pas passées? Alors, des fois, vous savez, vous avez des causes qui sont endogènes et exogènes. Parce que vous avez aussi des causes qui sont exogènes. On passe le Covid, il y a parfois
des produits, vous savez, un laboratoire qui achète un autre laboratoire, donc ça fait une variation. Ils ne vendent plus le produit à un certain nombre de pays. Je parle Il y a des des produits tensions hospitaliers. parfois sur le marché Par exemple, international. les produits qui manquaient, je me suis rapproché un petit peu de la PCA, j'ai essayé d'avoir des explications. Il y avait un produit qui était rentré, mais assez tardivement, pour un problème de régulation, alors qu'il avait périmé, parce que pendant le Covid, les traitements n'avaient pas été donnés. Mais il est clair, il n'y a pas de bonne raison. Il n'y a jamais de bonne raison à ce qu'il y ait une rupture de médicaments essentiels dont les malades ont besoin pour survivre. Donc, à mon avis, il n'y a jamais de bonne raison. Et il faut, c'est pour ça, anticiper. Et la veille stratégique, la numérisation, la régulation, elle permet quoi? Elle permet déjà de mettre en place un cadre réglementaire avec des obligations. C'est-à-dire que, comme dans tous les pays au monde, un produit, son stock diminue au-delà d'un certain niveau, il y a une lumière rouge qui s'allume. Et vous savez, la problématique qui se passe dans le médicament, c'est que ce n'est pas un monoproduit, ce n'est pas le lait ou le blé, c'est 3500 références. Et une référence d'un produit peut entraîner la rupture d'autres références de la même classe thérapeutique. Donc c'est assez complexe et c'est pour cela qu'il faut passer absolument par des outils modernes transparents et de régulation. Alors ça, on a bien compris, on va un petit peu avancer dans le débat. Il y a aussi la volonté d'assurer à la société Saïdal un accompagnement particulier et lui permettre de récupérer sa précédente part de marché national à hauteur de 30%. Avant, qui a été réduite à 10%, vous me corrigerez si je me trompe. Alors comment faire pour permettre à ce géant pharmaceutique national de reconquérir tout simplement son leadership sur le marché Vous savez, Saïdal... Concrètement Saïdal, c'était le pionnier de l'industrie pharmaceutique algérienne. Ça a été le pionnier pour l'industrie chimique, pour les anciennes molécules. Après... à force de concurrence déloyale, peut-être de mauvaise gestion à un moment donné, d'importation forcenée, et aussi de n'a pas avoir suffisamment suivi les évolutions de la gamme propre qu'elle avait, elle s'est retrouvée justement avec des parts de marché très diminuées. Moi je pense qu'un pôle public, parce qu'il s'agit d'une société publique, doit constituer un facteur justement de préservation de la souveraineté sanitaire du pays. Et dans ce cadre-là, justement, les productions de Saïdal devront s'orienter vers essentiellement l'oncologie, les insulines, les nouvelles molécules. C'est des molécules à forte valeur ajoutée. Vous vous rendez compte aujourd'hui, Saïdal, avec 150 produits, je voyais la dernière fois, il faisait le même chiffre d'affaires qu'un laboratoire qui faisait un seul produit. Comme quoi, c'est un problème de valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que les produits qui étaient fabriqués par Saïdal, c'est des produits anciens et très concurrencés. Alors qu'il y a beaucoup d'autres produits, alors il y a des produits sur lesquels elle a une image de marque, qui sont appréciés par les consommateurs. Il ne s'agit pas d'abandonner ces marchés-là, elle continuera à se développer. Mais elle s'orientera forcément, et c'est ce que font tous les grands laboratoires à travers le monde. Tous les grands laboratoires à travers le monde vont vers les produits à forte valeur ajoutée, vers justement les produits de biotechnologie, vers l'oncologie, vers aussi l'hémato. Vous savez, il y a 120 millions d'euros en Algérie de produits qui sont issus du sang. Les facteurs, vous savez qu'on utilise pour l'hémophilie, les facteurs, les immunoglobulines, tous ces produits on les importe. Ces produits-là, vous savez, le sang ne se vend pas. Qui d'autre que Saïdal pourrait faire des produits sanguins en Algérie? Il n'y a que Saïdal qui pourrait le faire. Et Saïdal, il y a des partenariats qui peuvent se nouer, et c'est un marché de 120 millions d'euros d'importation que nous faisons. Et c'est la souveraineté sanitaire du pays. Avec le Covid, les gens ont beaucoup moins donné leur sang dans les autres pays. Et la PCH avait plus de mal à s'approvisionner sur ce type de produit. Donc il est fondamental que nous assurions une souveraineté. Alors il y avait eu des projets avant qui étaient intéressants, qui avaient été bien menés entre l'Agence du sang, le ministère de la Santé, Cuba et d'autres partenaires. Mais simplement, il n'y avait pas cette vision stratégique globale qui permettait de prendre en charge le pharma dans un seul ministère et d'avoir une vision intégrée, avec une cohérence économique et cette volonté d'aller vers la préservation, bien sûr, de la santé publique.
Donc aujourd'hui, nous pensons qu'en allant vers l'oncologie, vers l'insuline et vers l'hémato, Saïdal peut, d'ici 2025, elle a un plan d'action que... Les produits hospitaliers. Ces produits hospitaliers, ce sont essentiellement des produits hospitaliers. Oui. Ce sont des produits hospitaliers et vous imaginez bien que même les gens qui sont détenteurs de technologies particulières préféraient s'associer avec un organisme public qui aurait plus de facilité à répondre à un marché hospitalier Tender qu'un opérateur privé avec lequel ils ne sont pas sûrs demain de pouvoir. Donc Saïdal doit être quelque part notre sécurité sanitaire, notre sécurité pharmaceutique, assurer notre souveraineté sanitaire. D'autres opérateurs privés le feront aussi. Oui, je ne les oppose pas. Ils peuvent être complémentaires. Mais sur ce sujet-là, nous avons déjà fait plusieurs réunions avec Saïdal. Nous en avons 2 autres la semaine prochaine, justement, pour mettre en place ce plan d'action et que Saïdal se oriente vers ça. Quels sont les objectifs en termes de part de marché? Est-ce qu'elle va récupérer ces 30%? Quelles seront les économies qui seront faites, justement, à travers Alors, vous savez, on a défini ensemble les aires thérapeutiques. Les aires thérapeutiques, on parlait d'1 milliard d'euros simplement entre l'insuline et l'oncologie. Oui. Je pense que si elle a 30% de ce marché-là, ça ferait multiplier par 10 aujourd'hui le chiffre d'affaires de Saïdal, qui 10% en volume, mais qui est de 3-4% en valeur. Donc aujourd'hui, nous pensons réellement que c'est bien parti. C'est bien parti, pourquoi? Parce que j'ai trouvé aussi une société avec une qualité de management. C'est une société qui n'est pas endettée, ou peu. C'est une société qui est dotée d'unités de production qui étaient peu utilisées, mais qui étaient neuves pour certaines d'entre elles. Donc il y a un potentiel réel pour pouvoir se relancer. On ne commence pas de zéro. On ne commence pas avec un outil industriel vétuste, sur lequel il faudra des années pour se relancer. Non, Saïdal, et j'ai visité il y a quelques semaines justement une des unités de production de Saïdal, c'était une unité aux derniers standards internationaux. C'est beaucoup plus moderne que ce que les gens pourraient penser. Pourquoi? Parce que Saïdal a fait ce plan de réinvestissement, mais par contre, n'avait pas de stratégie réelle de choix de produits et de développement. Et c'est ce que votre plan d'action vous devrez lui apporter. C'est notre mission. Le gouvernement algérien, M. le Président de la République, nous a chargé, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, de développer ce secteur et d'accompagner Saïdal dans ce développement. Alors, on parle de ce secteur de l'industrie pharmaceutique qui est très concurrentiel et qui est en train de se défaire des produits, vous le disiez, les produits chimiques qui sont aujourd'hui d'une autre ère, et d'aller vers le biotech, le biosimilaire, on le disait, le génie génétique. Est-ce qu'on peut prétendre amener, on a parlé de relocalisation des multinationales, est-ce qu'on peut parler de prétendre donc d'amener ces groupes internationaux à produire chez nous massivement, notamment pour l'export, avec un niveau de l'investissement dans la recherche et le développement qui demeure très bas, sans parler, je ne vais pas être pessimiste, mais certains disent de l'absence d'une main-d'œuvre spécialisée et hautement qualifiée. Alors ça, c'est beaucoup plus, ça va vers la recherche, notamment la mise à niveau de nos facultés de médecine. Écoutez, effectivement, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Moi, je préfère le voir à moitié plein. Et je peux vous dire que pour avoir visité cette unité de biosimilaire, j'étais étonné de voir que l'ensemble des cadres de cette unité de production, ce n'étaient pas des étrangers, ce n'étaient pas des Indiens. C'est des jeunes ingénieurs, pharmaciens, des gens qui avaient fait de la biotech, qui ont fait des formations en interne. Ils ont mis 4-5 ans avant de pouvoir faire le développement de cette unité de production. Et elle est réelle, elle existe. Les capacités existent. Après, il faut mettre en place un environnement. Ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire que, et c'est toute la politique du gouvernement actuellement, il faut le savoir, au-delà de notre secteur, vous savez, il y a beaucoup d'intersectoralité, et l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement supérieur s'ouvre aujourd'hui vers les entreprises. Et c'est comme ça qu'on crée des unités, ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des échanges entre l'université, le monde économique, les entreprises et la recherche et le développement. Oui. Il y a aussi tout ce qui est recherche clinique. Nous avons, il faut savoir, des laboratoires, au-delà de Saïdal, qui est son centre de recherche et développement, qui est historique, qui est connu. On a 2 ou 3 laboratoires qui développent eux-mêmes leurs dossiers, c'est-à-dire qui n'achètent pas leurs dossiers, qui font eux-mêmes leurs molécules en Algérie et qui enregistrent leurs produits. On en a certains qui l'ont fait même sur des molécules contre l'hépatite.
avec des fois même des associations qui étaient originales, qui étaient parmi les seules au monde à le faire, qui ont permis à l'Algérie de gagner, de faire descendre la facture par 15 ou 20. Mais globalement... Sur les pâtisseries, oui. non. Je veux dire, que nous avons la réellement recherche, les capacités. Oui, non, je veux dire que le potentiel existe, Oui. le besoin existe. Vous savez, quand est-ce qu'un système se met en place? C'est lorsque vous avez un besoin qui est exprimé, quand vous avez des moyens techniques et vous avez un secteur économique pour le porter. Tous les ingrédients existent. Nous avons après, bien sûr, à travers l'agence, mais à travers aussi notre collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on en a beaucoup parlé, on mettra en place les spécialités qu'il faut et nous allons relancer aussi la recherche et les essais cliniques. Il y en a eu près de 200 qui avaient été faits il y a quelques années, depuis 2 ans il n'y a plus rien. Pour le coronavirus, il y a 1 ou 2 demandes qui ont été faites qui n'avaient pas pu être gérées. Parce qu'ils avaient même perdu l'habitude de donner des agréments à des essais cliniques. Aujourd'hui, on hérite de ce dossier-là, on essaye de le prendre en charge. Enfin, on essaye pour les dossiers qui n'avaient pas été traités, mais on va faire une véritable relance. Et nous avons une de nos directions, justement, celle du développement industriel, qui englobe aussi prend en charge, oui, les essais cliniques et la recherche clinique. Si je ne me trompe pas, la Jordanie gagne 200 millions d'euros chaque année avec les essais cliniques. C'est un petit pays, vu les capacités que nous avons. Et vous savez, les essais cliniques tous les hôpitaux européens et américains sont saturés. Donc il y a beaucoup de choses à faire et ça nous permet aussi même de réorganiser nos systèmes de santé, de performer. Alors justement, est-ce qu'il y a une bonne coordination, on a envie de dire, avec le ministère de la Santé dans ce sens-là? Est-ce qu'il y aura cette complémentarité? Vous savez, contrairement, concrétiser tous ces projets. La République algérienne est une et indivisible. Que ce soit la santé, l'industrie pharmaceutique, le ministère de l'Enseignement supérieur ou les finances, c'est un seul gouvernement. Notre tâche, c'est justement de conduire le développement de notre pays. Et à chaque fois, je peux vous dire que je sollicite un de mes collègues ministres, quel que soit le dossier ou que ce soit le contraire, nous travaillons dans une intersectorialité qui est réellement parfaite actuellement. Alors, on ne peut pas élaborer de stratégie de production pharmaceutique sans parler de la pharmacovigilance. L'Agence nationale de produits pharmaceutiques devrait prendre un petit peu en charge ce volet. Mais que va devenir le Centre national de pharmacovigilance? Je parle de ce centre parce que certains ont parlé justement de chevauchement de certaines directions entre le ministère de la Santé et ce nouveau département de l'industrie pharmaceutique. Est-ce que cette Agence nationale des produits pharmaceutiques va absorber certaines directions, comme le Centre national de pharmacovigilance, qui n'existera plus du coup? Non, si, ça va strictement. Qui va travailler alors, vous savez, en coordination tous les instruments avec l'Agence existent nationale. dans la loi 2018. Oui. Le Centre de pharmacovigilance et le Centre national de toxicologie travaillent conjointement avec l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. C'est défini dans la loi 10-2018. Et il n'y a pas de chevauchement entre les prérogatives du ministère de la Santé et du ministère de l'Industrie pharmaceutique, parce que le décret qui est paru cette semaine fixe de manière claire les prérogatives du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Nous nous occupons du médicament. On ne connaît pas encore les prérogatives de l'Agence nationale. Nous équipons du médicament, des activités pharmaceutiques, et le ministère de la Santé s'occupera des soins médicaux et des soins pharmaceutiques. Mais concernant la pharmacovigilance, tout ce qui est lié, non, je vous explique. Après, je vous explique ce qu'est la pharmacovigilance. On viendra. Je vais y arriver. Tout ce qui est lié au public, aux malades, c'est bien sûr le ministère de la Santé. Oui, ça, il s'agit de la carte sanitaire. La pharmacie hospitalière, l'officine, etc. La pharmacovigilance, c'est quoi? La pharmacovigilance, c'est quand un praticien, un citoyen, une association, c'est le texte de la loi qui le précise, estime qu'un produit n'a pas les bons effets ou n'a pas la bonne forme ou un effet secondaire, il peut aller sur Internet, vous pouvez aller maintenant, il existe, ce centre de pharmacovigilance, vous avez une fiche, vous pouvez remplir, vous, en tant que citoyen, et c'est pris en compte, et derrière cela, il y a une articulation de textes et de procédures qui sont harmonisées au niveau international, et qui sont en lien avec l'agence, si bien sûr il y a un problème de qualité, et là ça va vers le laboratoire national de contrôle. Si c'est simplement, ça peut être une surveillance et une étude quelque part, un accompagnement statistique pour savoir quelle est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque qu'il peut y avoir
pour chaque type de produit. Après, il y a des comités d'experts, enfin, il y a tout un protocole qui se fait autour de la Est-ce que pharmacovigilance. l'Agence nationale des produits pharmaceutiques va rendre notamment obligatoire ces rapports annuels ou... Mais ils l'ont toujours été, Oui. ils le seront. Mais Simplement, les résultats sont maigres. non, justement, Ouais. justement. Ouais. Pourquoi? Parce que on était dans un système. Alors, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques existait, mais elle n'avait pas de texte réglementaire. Elle ne jouait pas son rôle. Oui. Elle existait depuis 2008. 2008. Le Centre national de pharmacovigilance, il y avait le professeur Hallali, Allah yarhamou, qui était un grand monsieur, qui a fait beaucoup pour la pharmacovigilance, C'est lui qui a qui initié, était plus connu la internationalement pharmacovigilance. qu'en Algérie. Oui. Pourquoi? Parce que on ne donnait pas l'importance qu'il le fallait. Aujourd'hui, Alors on dit à travers, qu'aujourd'hui, vous n'auriez pas donné aujourd'hui, une importance aujourd'hui, si, nous allons, à ce bien volet sûr. de pharmacovigilance. Si, peut-être ça n'a pas été Ça n'a pas été médiatisé. médiatisé. Ça n'a pas été médiatisé, mais bien sûr, la pharmacovigilance est partie intégrante, je veux dire, d'une politique pharmaceutique. On ne peut pas parler. Vous savez, lorsqu'on parle de régulatory, de réglementaire, la pharmacovigilance, c'est un pan entier du pharma. Alors, je suis désolée je vous en prie. de vous presser parce que le temps qui nous Non, est j'essaye imparti... aussi, moi, d'être didactique, d'essayer de faire comprendre aux téléspectateurs des notions dont ils n'ont pas l'habitude peut-être d'entendre. Oui. Donc, j'essaie d'avoir des réponses peut-être un peu longues, mais justement, par assez rapport précises. toujours à la pharmacovigilance, c'est aussi assainir un secteur gangréné un petit peu par le lobbying, des lobbying qui tendent à influencer les prescriptions médicales. C'est une réalité, docteur Lotfi Ben Mohamed. Ce sera aussi le rôle de l'Agence nationale d'assainir ces pratiques. Alors, ce ne sera pas le rôle de l'agence Tendancieuse. ni celle de la pharmacovigilance, ce sera le rôle de notre ministère. Ce sera le ministère. En collaboration avec d'autres ministères, bien sûr. Donc, par Comment, exemple, concrètement quand nous allons voir la structure des prix des médicaments, si nous estimons qu'il y a de la surfacturation, par exemple, sur certains intrants, il y a quelques années, nous allons maintenant voir avec des stations de régulation, il y a quelques années, il y a par exemple des principes actifs qui pouvaient être 55 fois moins chers entre deux producteurs. Vous imaginez le gap. Bon, il peut y avoir une différence de prix selon la négociation, selon peut-être la technicité, mais pas un gap aussi important. Il est clair qu'il y a un certain nombre et je ne parle pas, parce qu'on parle du produit pharmaceutique. Vous savez, il y a aussi les dispositifs médicaux et les équipements. Les dispositifs médicaux, vous savez, il y avait pratiquement pas, on a très peu de produits qui sont homologués. 95% des dispositifs médicaux ne sont pas homologués en Algérie. Donc c'était de l'importation où on avait très peu de benchmark. On ne connaissait pas les prix. C'est-à-dire les gens importaient ce qu'ils voulaient au prix qu'ils voulaient. L'attestation de régulation servira aussi à cela. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est de lutter justement contre ces lobbies, contre cette corruption qui existait, qui avait atteint notre secteur, même si c'était un secteur dit noble, et qui touchait par différentes façons. Alors, par la structure de prix, par la surfacturation, mais aussi, comme vous disiez, par le lobbying qu'il pouvait avoir sur la prescription. Oui. Et là-dessus aussi, nous serons très attentifs. Il y a des textes réglementaires qui existent en Algérie, mais qui ne sont pas appliqués. Il y a un code de déontologie. Il y a un code de déontologie qui dit, oui, bien sûr, où le pharmacien, le médecin n'est pas autorisé à obtenir une ristourne, ne peut pas avoir un avantage quelconque d'un laboratoire. Oui. Alors nous savons très bien qu'il y a des médecins qui sont directement rémunérés par des laboratoires pour faire part. Alors il y a des prétextes, conseils scientifiques, mais bon, je suis pour. Attendez, je viens de ce monde-là, donc je ne suis pas contre les formations, la formation continue. Il y a des choses importantes qui permettent que les laboratoires peuvent faire pour accompagner la prise en charge d'une pathologie. Parce que c'est leur rôle aussi. Mais par contre, ça doit être cadré, ça doit être réglementé. Et il ne faut surtout pas, après, que ces praticiens se sentent obligés de défendre quelque part les intérêts de tel ou tel laboratoire, ou simplement que leur formation continue n'est faite que par les laboratoires. Du coup, leur avis devient biaisé. Vous savez, vous venez, on vous dit, attention, tel générique, c'est ce qui se passait avant pour le générique. Il y a 20 ans, vous savez, la discussion n'était pas sur le biosimilaire, mais sur le générique. Ils disaient, le générique, ça ne marche pas. Maintenant, le monde entier est dedans. Et les génériques ou les spécialités utilisent les mêmes matières premières et sont fabriquées dans les mêmes unités de production à travers le monde. Donc, c'est tout cela qu'il faudra. Et croyez-moi, le message passe déjà, parce que j'ai eu à me réunir avec beaucoup de multinationales et j'ai eu une écoute, je pense, attentive sur ce sujet-là.
Alors, on va terminer sur une question très importante. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est le volet numérisation qui sera donc d'une importance capitale pour encore une fois concrétiser les objectifs et le plan d'action que vous avez expliqué. La dématérialisation des procédures, Dr Lotfi Ben Mohamed, le monitoring des stocks, la traçabilité du médicament. Quels seront les délais que vous vous êtes fixés parce que c'est un volet essentiel? Alors, dans notre plan d'action, c'est 3, 6, 12, 24 mois. Oui. Je m'explique. Mais pour la numérisation particulièrement, pour la tous les secteurs pour la numérisation. en pâtissent. 3, 6, 12, 24 mois. C'est-à-dire, en 3 mois, nous devons d'abord numériser les futurs programmes d'importation. On est en train de travailler déjà. On avait anticipé, on en travaille. J'ai des équipes qui travaillent des fois jour et nuit là-dessus pour numériser les futurs programmes d'importation. Parce qu'il ne s'agit plus d'arbitrer sur 3500 références avec je ne sais combien de génériques, je ne sais combien de prix, sans numérisation. Ça sera numérisé. Après, nous irons à la numérisation, à la dématérialisation de l'ensemble des procédures. L'Agence nationale des produits pharmaceutiques a déjà commencé à le faire pour l'enregistrement, nous devons le faire pour toutes les procédures. Notre objectif, c'est que d'ici une année, l'ensemble, je dis bien l'ensemble, et on se donnera rendez-vous, des documents remis ou du suivi de toutes les procédures qui sont faites au niveau de l'agence ou au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique soient suivis comme ça se fait dans la majeure partie des pays développés dans le monde aujourd'hui sur leur ordinateur. C'est plus les gens qui viennent. Alors ça fait quoi? Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire une meilleure régulation. Ça permet de faire des économies d'échelle. Oui. Ça permet de mieux orienter nos producteurs. Ça permet aussi de créer de la transparence. Et la transparence, c'est très important, parce que c'est ce qui permet de lutter contre la corruption. Vous savez, c'est quand les choses ne sont pas claires qu'il peut y avoir un loup. C'est dans l'opacité, évidemment. Et dans l'opacité, même des gens honnêtes peuvent se retrouver accusés de quoi. Mais quand tout est clair, tout est transparent, tout est publié, il n'y a plus de soucis. Alors, et on se retrouvera mon idée, ce n'est pas simplement de sanctionner. Si il y a des gens qui trichent, seront sanctionnés par notre ministère ou par les ministères qui s'occupent de ce type de problématique. Mais c'est surtout de créer quelque part un cercle vertueux qui pousse les gens à aller vers le mieux, vers l'investissement, vers l'export, vers la recherche, et que quelque part leur énergie, ils ne consacrent pas à essayer de trouver des biais pour tricher, mais que l'échelle de valeur dans notre pays, c'est le sens de notre gouvernement de l'Algérie nouvelle, c'est celui du travail et du mérite et de l'honnêteté. Et c'est comme ça que ces sociétés, et je pense qu'en plus nous sommes un secteur où comme les choses sont bien réglementées au niveau international, nous pourrons arriver vers cet objectif qui est celui justement d'aller vers un développement serein où la valeur travail, où la valeur mérite soit consacrée. Alors on va prendre un premier rendez-vous, Dr Lotfi Ben Mohamed, avant l'année prochaine. Tout à fait. C'est la fin de l'année où vous avez donné des chiffres qui ont un petit peu surpris tout le monde. C'est la réduction de la facture d'importation. Vraiment en 2 mots, parce que déjà nous avons débordé. Alors écoutez. La réduction de l'importation de 400 millions d'euros, est-ce qu'il n'y aura pas d'ici là, le retour de la pénurie? Non. Alors, je vous explique encore au détriment de la santé. Je vous explique encore une fois. Très rapidement. Un mot de fin, vraiment. Oui. Vous me posez une question qui est au cœur de notre programme par un mot de fin. Bon, mais en quelques mots. D'abord, ça se fait par l'augmentation de la production nationale. D'abord, il y a beaucoup de choses qui rentrent en production. Deuxièmement, ça se fait par la non-importation des produits fabriqués localement, qui est existant. Troisièmement, par la non-importation de médicaments non essentiels, de médicaments qui ne servent à rien du tout, et surtout de dispositifs médicaux, ou alors on peut avoir vraiment des choses qui sont surfacturées 100 fois. Non, mais ça, est-ce que vous allez tenir? Mais bien sûr. Vous allez tenir cet engagement? Sur les 3 derniers mois, c'est peut-être un moment où dans notre secteur, au niveau de l'import, c'est à peu près 35 ou 40%. J'ai bien 35 ou 40% de la facture annuelle qui se fait les 3 derniers mois. Donc notre objectif, si vous voyez par rapport au marché global, si on ajoute le dispositif, c'est une économie de 10-12%. Nous y arriverons. Déjà.
Monsieur Lotfi Ben Bahmed, docteur Lotfi Ben Bahmed, je rappelle que vous êtes le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Merci d'avoir répondu vraiment à toutes mes questions ce soir. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de vision. Excellente suite des programmes. Bonsoir.